chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour ce nouveau numéro de votre émission Idées Vertes. Le Sahel, cette vaste aire aride qui borde le sud du Sahara, de l'océan Atlantique à l'océan Indien, est une zone de transition entre régions désertiques et tropicales humides. Elle se caractérise par une irrégularité des pluies. À cela s'ajoute l'avancée du désert accentuée par une forte désertification. Conséquence, des millions de personnes sont menacées chaque année par la famine. Une des ONG qui intervient pour justement les aider est l'ONG Oxfam. Et nous sommes très heureux de recevoir sur ce plateau le directeur régional d'Oxfam Grande-Bretagne. Monsieur Biteye, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Boubane. Alors, Monsieur Biteye, merci. À l'introduction, je le disais, ce sont des millions de personnes qui sont menacées qui habitent cette région sahélienne, qui sont menacées par la famine. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous trouvez sur place quand vous vous y rendez? Bon, écoutez, je crois que les phénomènes qui caractérisent le changement climatique sont assez visibles dans la région. On peut déjà parler uniquement du climat. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars et il fait froid au Sénégal, à Dakar. Mars était d'habitude la période pendant laquelle la chaleur s'amorçait. Le froid qu'on connaît ces dernières semaines, c'est le froid qu'on connaissait d'habitude au mois de novembre, décembre et en janvier. Mais pour revenir à votre question, quand on parle justement des populations de la région, ces changements se manifestent de plusieurs façons. Vous l'avez dit, c'est l'irrégularité des pluies. J'irai même plus loin pour dire la variabilité véritablement du climat et des précipitations. Donc nous avons tantôt beaucoup d'eau, tantôt pas du tout d'eau, quand vous savez que dans cette région, justement, près de 70% de la population dans cette région dépend de l'agriculture, et particulièrement l'agriculture sous pluie. Donc dès lors, si l'irrégularité des pluies ou leur forte variation au niveau des précipitations va effectivement affecter leur activité principale, et donc va avoir comme conséquence justement des productions parfois insuffisantes et donc qui se traduisent par disons, une crise alimentaire. On vit également ces changements au niveau des zones urbaines et périurbaines, à l'image justement des inondations qu'on a vécues à travers plusieurs villes et même campagnes au niveau de la région. Donc, je puisse dire que c'est des changements qui sont là, qui sont perceptibles et qui affectent justement les populations les plus vulnérables, les populations les plus pauvres. Non seulement par rapport à l'insuffisance de la production agricole liée au manque d'eau, mais parfois aussi à la destruction des récoltes liée à l'abondance d'eau, donc notamment le phénomène des inondations. Et c'est ce que nous avons connu l'année dernière dans la région, où plus de 10 millions de personnes ont été affectées. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette émission, c'est justement de parler des conséquences du changement climatique, notamment sur les populations. Pour vous qui travaillez depuis plusieurs années dans cette zone-là, est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement touchés? Bon, écoutez, je pense que oui, les pays de la région sont touchés de diverses manières. Mais lorsque nous regardons en fait le Sahel, la situation est plus ou moins comparable à travers les pays du Sahel. Alors ce qui fait la différence, c'est vraiment la résilience et la préparation des populations pour résister à des chocs qui sont induits par les effets des changements climatiques, notamment au niveau agricole. Donc cette préparation, cette résilience fait la différence entre un pays et un autre. Alors, cette préparation et cette résilience va dépendre également des politiques agricoles qui sont, ou des politiques justement de réduction de risques des désastres, ou même donc les plans de contingence également, les filets sociaux qui sont mis en place, etc.
par les États. D'accord, vous parlez de politique agricole, monsieur le directeur. On sait que voilà, l'accroissement de la démographie dans ces zones-là favorise la surexploitation des ressources naturelles. Quelles sont les politiques mises en place par les différents États pour justement faire face à cette situation? Bon, écoutez, moi je pourrais vous parler particulièrement de la politique agricole de la CEDEAO, qui justement a été adoptée par les 15 États membres, qui vise justement à soutenir un développement agricole dans la région à travers un investissement accru donc dans le secteur. Mais c'est pas seulement, le changement n'est pas seulement au niveau du volume donc de l'investissement, mais c'est également par rapport à la qualité de l'investissement qui prend en compte justement la réduction de la dépendance de cette activité ou de ce secteur de la pluie, mais également de doter les producteurs de moyens adéquats, notamment en matière de matériel agricole, l'accès aux semences et aux intrants, mais également en agissant sur les marchés agricoles également, pour permettre à cette activité d'être suffisamment rémunératrice pour assurer la protection et la survie justement de ces populations, afin qu'elles puissent non seulement générer justement de la production agricole, mais aussi pouvoir avoir accès à cette production à travers l'accroissement des revenus. Mais au-delà de cela, il y a également pour justement adresser directement, beaucoup plus directement ces effets, les États ont mis en place les plans nationaux d'adaptation au changement climatique. L'ensemble des États de la région ont développé ces plans depuis 2 ans, 2-3 ans. Mais aujourd'hui, évidemment, ces plans tournent généralement autour de l'adaptation au niveau agricole, la diversification des activités, donc la diversification des sources de revenus. Mais le plus grand problème avec ces plans, c'est le manque de financement de ces plans-là. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il est extrêmement important pour que l'Afrique ait une voix unie, pas seulement la région ouest africaine, mais le continent dans son ensemble doit avoir une voix unie au niveau des négociations sur le climat, afin que ces négociations ne soient pas seulement axées sur la mitigation justement de ces effets, mais puissent prendre en compte également la question de l'adaptation pour les populations particulièrement pauvres qui ont peu de marge de manœuvre par rapport à l'effet de ces changements-là. Vous parlez justement de ces populations-là. On sait que les causes justement de l'avancée du désert, vous l'avez évoqué tantôt, sont dues notamment à la déforestation. Est-ce que aussi les populations ne sont pas aussi responsables un peu de cette situation-là? Et qu'est-ce que vous pensez que les États font pour justement faire face à cette situation-là? Est-ce qu'il y a des actions faites dans ce sens-là? Bon, écoutez, je pense que ces changements ne sont pas seulement dus à la déforestation. C'est dû, entre autres, la déforestation à plusieurs autres raisons. Mais si on veut parler de la déforestation, mais il faut voir pourquoi cela se fait, parce que cela alimente généralement... On dit que le bois est la seule source d'énergie dans ces zones-là. C'est parce que justement ça sert justement d'énergie pour plusieurs choses. Est-ce qu'il ne faut pas promouvoir par exemple des énergies renouvelables sur place? Ben, évidemment, je crois qu'il y a beaucoup d'exemples avec justement la promotion de fourneaux ou de fours beaucoup plus efficients. Par exemple, l'introduction du gaz butane subventionné auprès des populations, etc. Je crois que beaucoup d'initiatives
ont été prises pour réduire ce phénomène-là, mais aussi pas seulement à ce niveau. C'était également tous les programmes justement de reboisement. Et aujourd'hui, on connaît même le projet de la bande verte, la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, sur qui 700 doit km donc traverser l'Afrique de l'ouest jusqu'à l'est, de Dakar à Djibouti. Donc voilà ce genre de programme hardi qui doit être promu. Mais je pense que de manière beaucoup plus fondamentale, c'est vraiment de soutenir le revenu des ménages, de réduire leur pauvreté et donc leur dépendance justement à la nature. Et donc de faire en sorte que, avec cet accroissement de leurs moyens, que les populations puissent faire appel à d'autres formes de sources d'énergie. Mais ceci doit être évidemment précédé par un investissement dans la recherche pour innover. Nous sommes dans une région où nous avons, je dirais banalement, presque 300 jours d'ensoleillement. Donc le soleil constitue une source d'énergie, je dirais presque intarissable pour nous. Il y a l'éolienne, il y a l'énergie de la mer, mais tout cela, c'est en investissant dans la recherche qu'on va arriver à pouvoir domestiquer et véritablement utiliser ces énergies-là et faire en sorte qu'elles soient accessibles aux populations et à moindre coût. Donc je pense que c'est dans cette direction-là que les politiques des États doivent aller. Alors, vous parlez de solutions. On sait qu'Oxfam Grande-Bretagne a mené à plusieurs reprises. Nous, on a eu l'occasion de couvrir plusieurs de vos conférences de presse où vous tirez la sonnette d'alarme pour dire que, par exemple, l'année dernière, c'était 10 millions de personnes étaient menacées par la famine. Parlons aujourd'hui des actions que vous menez sur le terrain pour faire face à cette situation, justement par rapport aux solutions. Bon, écoutez, je pense que la situation qu'on a connue l'année dernière dans le Sahel est particulièrement avec un degré plus fort dans 3 pays d'entre eux, notamment au Mali, au Niger et au Tchad. Une crise dont l'épicentre était véritablement au Niger avec plus de 7 millions de personnes concernées, affectées. Bon, évidemment, cela appelait 2 choses. C'était d'abord de répondre aux besoins immédiats, ce que nous avons contribué à faire avec l'ensemble des acteurs humanitaires, où nous avons mis en place un programme de réponse qui incluait en fait plusieurs approches, notamment argent contre nourriture, la distribution justement d'aliments de bétail, mais également le déstockage des animaux faibles, parce que également le bétail a été très affecté et mourrait. Donc déjà au mois de mai-juin, un veau qui d'habitude coûtait près de 200 000 ne pouvait pas être vendu à plus de 10 000 ou 15 000 francs sur le marché. Donc c'était une perte terrible pour les populations, particulièrement pastorales. Donc nous avons répondu pour, dans un premier temps, distribuer des aliments bétail, mais également de la nourriture pour les populations. Et plus tard, nous avons fait ce qu'on appelle le déstockage. C'est d'abattre les animaux qui étaient très faibles pour ensuite les acheter à un prix rémunérateur auprès des populations pour leur permettre de pouvoir disposer de cash pour pouvoir acheter de la nourriture. Mais en même temps, ces animaux étaient abattus et donc la viande distribuée encore aux populations qui souffraient de famine. Donc de cette manière, nous avons pu avoir une réponse qui était beaucoup meilleure que celle par rapport à la crise de 2005. Dans la mesure où, malgré que la réponse était tardive du fait du manque d'une réaction prompte de la communauté internationale, nous avons pu quand même réagir beaucoup plus tôt que les années précédentes. Mais ça, c'est sur les besoins immédiats. Donc, on sait que dans cette région, bon an, mal an, il y a près de 15 à 20%
des populations qui ont des difficultés à accéder à l'alimentation. Donc, et toutes les 3 à 5 ans, on a une crise majeure comme celle qu'on a connue en 2005 et 2010. Donc, pour juguler cela, cela appelle justement des politiques à long terme qui, comme je le disais tout à l'heure, vont s'articuler autour du développement de l'agriculture, mais également de la mise en place de politiques de protection sociale en mettant un accent sur la réduction des risques, mais également en augmentant la résilience des populations, mais également leur capacité à pouvoir faire face donc, à ces situations-là. Voilà, M. Biteye, toujours dans le cadre des solutions que vous apportez, est-ce que dans une région comme le Darfour, en proie à une crise, est-ce qu'il y a une réponse particulière que vous apportez dans cette région-là? Oui, en fait, Oxfam est d'abord une organisation humanitaire, pour laquelle la réponse humanitaire est une activité extrêmement importante. Notre approche repose sur une triptyque qui est en fait l'appui au développement à long terme, la réponse aux crises humanitaires, donc sauver des vies, mais également c'est le plaidoyer politique qui permet justement pas seulement de traiter la manifestation ou des problèmes, mais également d'attaquer les problèmes à leur source. De ce point de vue, Oxfam intervient partout dans le monde où se déclare une situation humanitaire de grande importance. Et donc depuis des années, le Oxfam intervient au Darfour, au niveau des camps de réfugiés et des camps de personnes déplacées, où donc nous travaillons à donner à ces populations-là l'accès à une eau potable, l'accès à la sanitation, mais également l'éducation à l'hygiène pour éviter la propagation des maladies au niveau des camps. C'est également un appui en matière de sécurité alimentaire, donc distribution de vivres, etc., de semences, etc. Mais c'est également la formation des réfugiés et des personnes déplacées à des métiers qui leur permettent, une fois retournés dans leur village après les conflits, donc de pouvoir mener une activité économique et donc de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc c'est dans ce cadre qu'Oxfam intervient au Darfour.